tu me fais toujours peur. J'ai toujours peur qu'il arrive un truc quand tu m'appelles comme ça. Oui, maman. Oh, mais t'inquiète, j'ai tout. Oh là 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 là. Putain, il y a un barrage de flics sur la place après, c'est le drame. Tu veux bien éteindre ton téléphone, s'il te plaît? Non. C'est quoi cette réponse? Tu veux bien l'éteindre, s'il te plaît? Non. C'est pour la vidéo. Et tu me dis, tu veux bien? Non. Bon, éteins ton téléphone. Bordel. C'est pas vrai, ça. Allez. C'est parti? Ouais, c'est toi. Ruralité, vidéo 2, première. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la deuxième, hein, on est un peu timide, sur ruralité, des idées plein la terre. Bon, on va essayer de parler un petit peu quand même contexte technique, spécifiquement aujourd'hui. Donc, avec la problématique grosse altise, qu'on commence à voir apparaître. Les mosaïques, on fera une petite vidéo dans les champs pour faire de l'identification. Et deuxième problématique, on va réaborder les régras avec les avancées sur les travaux qui ont été faits sur le régra. Voilà. Tout d'abord, les grosses altises, ou certaines parcelles protégées ou pas d'ailleurs, hein, par les spécialités homologuées sur la problématique grosse altise. On se retrouve avec des colzas plein de larves qui vont peut-être mériter un retournement. Alors, il y a encore une solution pour limiter leur impact, parce que, en tout cas, ça vaut le coup d'être testé. Effectivement, l'utilisation d'octaborate avec des applications nocturnes peut permettre de sortir ou de limiter l'impact suivant où on en est. Hein, ça mérite une évaluation de quel niveau d'infestation on est, dans quel niveau d'infestation on est. Et ça mérite au moins d'être essayé parce qu'on n'a plus de solution. Alors en fait, l'octoborate, ça va permettre de relever les niveaux d'alimentation en bord du colza et de limiter les migrations des larves jusqu'au collet pour miner complètement la tige à terme. Donc on voit, on a déjà réussi à sortir des colzas de la misère. Ce qu'il faut, ça dépend du stade où on en est et quelle évolution. C'est pas le remède miracle, bien évidemment. Ça ne reste que du palliatif. Néanmoins, voilà, c'est des choses qui fonctionnent. L'adjonction d'acides aminés en termes juste, je dirais, de complexant sur l'oligo pour permettre que l'oligo agisse plus vite sur les cibles dédiées, eh bien, c'est un petit plus non négligeable. Voilà, alors, le contexte grosse altise, ça faisait quand même un petit peu de temps qu'on n'avait pas eu des situations aussi explosives. Alors, c'est pas partout, hein, c'est pas partout du tout, mais avec des applications de spécialités dédiées, comme je l'ai dit précédemment, ou sans, on a parfois des échecs cuisants sur les spécialités qui ont été utilisées sur cet insecte. Donc, ça vient encore un peu alimenter des farfelus comme moi qui prétendent que, pour reprendre l'expression de Pasteur que Baptiste Mette m'a donné, le virus n'est rien, enfin le problème ou la maladie n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire qu'on est certainement face à il y a quand même derrière un dérèglement ou et alimentaire. Il y a effectivement un contexte climatique, rien n'est jamais monofactoriel, enfin en tout cas dans mon approche, rien n'est monofactoriel. Et donc effectivement peut-être le climat, peut-être des altises bien plus agressives avec le réchauffement climatique. Bon, moi, ça me fait un petit peu sourire. Néanmoins, des plantes plus appétantes, ça, est plus à même de recevoir des grosses pontes, des éclosions et des larves qui vont au bout du cycle. Ça me paraît un peu plus pertinent et réel. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. De toute façon, on va avoir forcément là pas mal d'essais en curatif. Ça demande encore beaucoup de mise en solution, de mise en expérimentation, pardon. Et on va essayer de travailler ça dans le sens créer un territoire hostile à la migration des fameuses larves d'altise, larves de grosse altise. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième contexte un peu plus, alors là, des bonnes nouvelles quand même, l'utilisation des thiosulfates de magnésium avec les hyperfloculants qui semblent donner de bonnes réponses sur les infestations de raies gras où on a un net recul d'élevé, en tout cas
on retrouve des raies gras qui sont de nouveau sensibles parce qu'on a créé un milieu hostile. Alors là, sur ma chaîne, je peux en parler un peu plus librement. Même si la technique, ou l'approche bioindication est souvent décriée, bon, j'entends, s'il y a des gens qui ont du temps à perdre à passer du temps à décrier des méthodes, je pense qu'il est plus intéressant et plus constructif d'abonder dans des solutions. Alors, même si il y a encore énormément de travail à réaliser sur ce dossier, néanmoins, ça me paraît intéressant de quand même continuer à avancer sur les travaux qui sont en cours, qui nous donnent des résultats plutôt intéressants. Le rééquilibrage sur les sols, le rééquilibrage minéral. D'ailleurs, j'ai fait une intervention la semaine dernière dans la coopérative Agora aux agroforums, où on a pu échanger avec divers spécialistes et c'était relativement intéressant. Voilà. Donc le contexte régrave, effectivement, ces amendements liquides nous donnent quand même des résultats très intéressants. On retrouve de la sensibilité, même si on trouve encore des parcelles très infestées. Donc voilà, de bons travaux en perspective. De bons travaux en perspective et puis des choses qui progressent, qui avancent, qui sont, ma foi, bien sûr, dans toutes les nouvelles techniques qu'on peut travailler, ça nous donne quand même matière à réfléchir et à continuer d'œuvrer pour arriver sur des situations, en tout cas sortir des problèmes d'invasion du régras. Donc les gros travaux, et je le rappelle, je refais un rappel sur le régras. Le régras, la problématique régras, c'est une perte d'argile et une évolution de matière organique qui n'a pas l'air d'être dans le bon sens, dans ce qu'on pourrait en attendre, et une accumulation, même sur des taux très faibles, il suffit qu'on ne soit pas dans la bonne case et qu'on soit face à ces problèmes. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Et donc, relancer la minéralisation peut être intéressant dans ces quarts d'heure-là, puisque cette évolution de matière organique, elle est quand même extrêmement ralentie s'il y a provenance de régras. Ça semble cohérent, parce que le régras, lui, étant une plante qui va synthétiser énormément de sucre dans ses organes aériens, va stocker beaucoup de sucre. On peut imaginer qu'il soit restitué au sol pour justement amener, ou en tout cas des gros échanges par les racines, pour ramener des sucres et que toute la biologie s'oriente sur une disponibilité énergétique plus élevée. Voilà, ça pourrait se comprendre. Donc voilà. C'est le deuxième travail qu'on va faire évoluer avec, je pense, des engrais un peu plus adaptés, peut-être plus orientés. On va regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place là-dessus. Donc je vous dis, 1.1, les amendements. Les amendements qui aident très clairement et qui nous donne un très bon coup de main sur la problématique régras. Les amendements type plutôt orienté magnésien d'ailleurs. Et puis deuxième point, l'évolution de la matière organique. Donc ça peut être par gérer soit des excès de sodium qui ralentissent, on peut imaginer qu'ils ralentissent très nettement l'évolution de la matière organique, et ou je dis bien, relancer la minéralisation pour qu'on ait une évolution de matière organique importante, puisque ceux qui me connaissent savent que moi je pense qu'il faut quand même continuer de minéraliser beaucoup pour bien, le terme humifier, enfin recréer une matière, même si on sait que l'humus c'est un terme qui peut être emballant, je le dis souvent, je le répète, mais de toute façon c'est très important. Qui semble être une représentation qui n'est pas tout à fait aboutie, mais en tout cas des matières organiques vraiment plus structurelles et qui vont avoir de meilleures liaisons avec l'argile et un meilleur fonctionnement. Donc, ce qu'on sait de toute façon, c'est que nos pratiques usuelles avant la prise de conscience de l'agriculture de conservation, c'est que, ça on le sait, c'est un effondrement des taux de matière organique labile. Donc dans la labile, il y a toutes, bien sûr, les bactéries, les champignons, les exudats racinaires, il y a toute une forme et une grande famille de matières organiques dont font partie les sucres et ces polymères, les sucres, glucose, l'amidon et tous les polymères qu'on peut trouver. Voilà, ça c'est intéressant. Donc les premiers tours de plaine sur le désherbage, les retours sont divers et variés. Des désherbages qui ont pu très bien marcher, et il y a aussi bon nombre de parcelles qui n'ont pas été désherbées. Et on voit bien que l'effet date de semis, cette année, a un petit peu chahuté.
Moi, vous savez pour autant que j'aime bien les semis plutôt précoces, même si c'est décrié et même si c'est critiquable. Je l'argumente de différentes façons. Mais en tout cas, ça suscite l'intérêt et le débat. Voilà. Ça, c'était le point technique du moment. Et sur la réflexion long terme, eh bien, c'est aujourd'hui de réfléchir à toutes les solutions qu'on voit apparaître sur le marché pour améliorer une meilleure santé végétale au travers des biocontrôles et toutes ces choses-là. Il faut quand même être vigilant et partir de territoires, enfin de supports plutôt sains. On voit quand même qu'il y a quand même moi, je suis convaincu que derrière une plante qui supporte une mosaïque latente ou des points de septo, comme on peut voir sortir, eu égard à certainement de l'hydromorphisme, trop de pluviaux, eh bien, démarrer là-dessus avec les biocontrôles, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Il faut aussi des solutions pour avancer très très nettement dans des plantes qui soient en bonne santé. Donc, relancer l'activité photosynthétique. Les éléments de base, c'est bien sûr magnésium, soufre, qui sont à privilégier suivant la typologie de sol qu'on est. Sur des limons, on va vraiment mettre l'accent sur le magnésium. On va bien sûr toujours mettre du soufre, quel que soit le type de sol, avec des doses raisonnables. Mais si on est en déficit de minéralisation, je pense qu'il faut relancer la minéralisation avec des doses de soufre importantes. En tout cas, pour l'instant, moi, je trouve que c'est une démarche intéressante. Voilà. Et pour les premiers, pour l'état sanitaire global, eh bien, envisager des T0, je pense que ça s'impose. Maîtriser et sur des doses cohérentes, ne pas se laisser dépasser dans des explosions de maladies futures qui ne seront pas contrôlables. Alors, les moyens utilisés, ben voilà, vous en avez toute une pléthore. Il y a quand même une carte sur la nutrition à jouer, ça c'est clair. Et puis, bah, les apports d'azote, essayer de les valoriser au mieux pour ceux qui peuvent en faire et qui peuvent passer dans les champs. Essayer de les valoriser au mieux, dans le sens où ben, l'utilisation du thiosulfate d'ammonium pour limiter l'évaporation, la volatilisation ammoniacale, l'utilisation des levures qui est très intéressante en mélange avec la solution azotée, qui est aussi une des solutions et une des pistes très intéressantes pour valoriser les premiers apports. L'adjonction de divers produits a pu être, enfin il y a plein d'essais en cours et qui sortent de droite de gauche, qui donnent des résultats assez moyens, des essais sur des méthodes qui venaient plus d'Amérique du Nord, qui n'ont pas l'air d'être aussi résonantes chez nous, mais bon, ça c'est à suivre encore. Moi j'ai pas tout vu non plus, hein, mais on est un petit peu sur notre fin avec cette méthode-là. Mais globalement, voilà, ce sont des choses intéressantes. Les retours de reliquats, on a quelques retours de reliquats azotés. Alors ça, c'est très intéressant parce que malgré les pluviaux, on voit encore des reliquats. Alors, quelle est la qualité de la mesure de reliquat? Est-ce qu'elle est elle aussi critiquable? Il faut toujours être très vigilant avec les OAD. Moi, je suis plutôt toujours timoré. Je regarde s'ils nous donnent une bonne valeur indicative. Je prends quand même sur les OAD beaucoup de pincettes. Les mesures de reliquat, je suis très prudent sur leur utilisation. Ils nous donnent une bonne indication peut-être. Moi, je reste prudent et je me fie beaucoup au type de sol et à la première réponse des apports azotés. Ça, c'est ça qui me pilote le plus. Et puis derrière, quelques analyses foliaires type Novacrop peuvent être faites avant le gros boom quand on a cette surface foliaire, hein, parce que si on est sur des blés à 3 feuilles, c'est pas super utile, mais il y a quelques régions où on a quand même quelques blés talés, des colzas plutôt bien développés. Et là, ça peut être intéressant de voir d'où on part, où on en est en termes d'alimentation. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ça reste quand même un dossier intéressant de pouvoir lire cette fertilisation azotée avec les outils qu'on a de mesure claires et de les interpréter et d'évoluer avec le contexte. Sachant que en plus, dans des sols en agriculture de conservation, il y a quand même une demande azotée du sol, une utilisation par les micro-organismes qui est quand même intéressante. Et donc, il faut tenir compte quand même qu'il y a cet effet d'utilisation d'azote. Et pour les petits apports de démarrage peuvent être des fois compliqués. En tout cas, leur pertinence sur l'année risque d'être mise à mal.
Sécuriser un apport cohérent sur les premiers apports de céréales, et notamment colza, où il ne faut pas trop traîner et pas trop être en retard, ça peut être intéressant. Donc, moi je pense que souvent, une bonne dose pivot se situe, là j'ai rien inventé, mais autour des 80 unités dans la mesure de la légalité, mais d'un point de vue théorique et technique, autour de 80 unités mini, on ne se trompe pas beaucoup. Donc après, il faut remettre ça dans son contexte réglementaire et pouvoir analyser ça de façon assez précise. Pour ce qui est des oligo-éléments, eh bien, les cuivres sur céréales doivent être réalisés avant épi 1 cm pour avoir, dans leur finalité anticarentielle, c'est-à-dire construction de l'épi, ils doivent être réalisés avant épi 1 cm. Donc, ils peuvent être faits depuis l'automne. Bon, j'imagine que vu cet automne et cet hiver qu'on a passé, ça ne doit pas être la grande majorité des cas. Néanmoins, voilà, on a jusqu'à épi 1 cm pour les réaliser quand il y a besoin. Je vous rappelle qu'un des gros problèmes du cuivre, notamment qui interagit surtout sur la fertilité épi et la construction de l'épi, c'est surtout de le mettre avant épi 1 cm. Alors, on peut glisser jusqu'au premier nœud, mais effectivement, c'est avant, puisque c'est à épi 1 cm que l'épi est en cours de finalisation de construction. Je dirais plus la stade B, mais c'est là qu'il faut le positionner. Voilà. Donc, je rappelle aussi que voilà, les problématiques du cuivre, c'est des taux de matière organique un peu élevés par rapport à un niveau de cuivre. C'est un ratio, on l'évalue, on regarde et on évalue un niveau de risque. Encore une fois, on ne peut pas attendre de voir des carences en cuivre qui sont souvent discrètes. Quand on les voit, c'est extrêmement grave. Il faut raisonner un peu le cuivre, si on y est sensible, d'un point de vue anticarentiel, puisqu'on parle de doses de 120 grammes à 240 grammes hectare de cuivre élément. On va être plutôt sur des doses anticarentielles de sécurité. On ne peut pas, si on voit qu'on a un niveau de risque élevé, on ne peut pas prendre le risque d'attendre une carence en cuivre. Voilà. Et on peut combiner ça, soit on a déjà fait le cuivre et démarrer avec du manganèse, autour de 200 grammes, et vous savez, enfin moi je le répète souvent, le manganèse, c'est pas la quantité, mais c'est la fréquence. Alors bon, le passage, les coups de passage, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de s'y poser. Ça peut faire des fois la différence. Donc essayez de grouper au maximum et de trouver des formes les plus compatibles possibles. Donc moi, sur le vieux débat des acides aminés, j'en parle souvent, les acides aminés me permettent une meilleure compatibilité et surtout complexent les oligo-éléments. Moi, c'est mon approche. Et ces acides aminés permettent d'annuler les antagonismes. Quand deux oligo-éléments sont complexés, on n'a plus d'effet d'antagonisme. Donc c'est assez simple, ça permet de simplifier le travail et d'avancer de façon cohérente. Voilà un peu où on en est, et sur le point de saison, d'un point de vue nutritionnel, et puis d'un point de vue désherbage et ces fameuses problématiques d'altise. Donc voilà sur cette petite vidéo que je voulais assez courte. Je vous souhaite de très bons moments. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez hâte de retourner dans les champs. On espère que le temps va se découvrir, qu'on puisse aller faire des beaux tours de plaine bien lumineux et faire un état des lieux sur les mosaïques et sur les dégâts d'altise. Je vous remercie de nous suivre sur cette chaîne qui est vraiment un projet qui nous tenait à cœur, dans le sens où les gens qui interagissent avec cette chaîne sont des gens qui partagent les mêmes valeurs, et puis de rester quand même sur une dimension qui gravite autour de la ruralité. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres thèmes un petit peu plus singuliers sur la vie à la campagne. Je vous souhaite un très bon visionnage. Dieu vous bénisse. À très bientôt.